maison médicale Jeanne Garnier en quelques mots. Alors, le mot qui me vient, c'est lieu de vie. Dans une société où on cache la mort, où on ne veut pas voir la mort, savoir qu'il y a un lieu où on peut aller jusqu'au bout et on prend son temps. Et ça ne sera pas caché, c'est accompagné, quoi. C'est parce que c'est la vie qui va jusqu'au bout, quoi. Ben ça, c'est unique. On n'est pas dans un service hospitalier lambda, on est dans une tradition d'hospitalité. Et ça, on le sent. En fait, quand les gens rentrent, ils se disent, mais tiens, on pensait que c'était triste, mais on voit les gens sourire. C'est la vie qui continue, on fait un bout de route ensemble et puis on rigole. C'est une maison où on accueille, on soulage, on accompagne et on aime. Tout a commencé avec Jeanne Garnier, Jeanne Garnier-Chabot, qui donc est une jeune lyonnaise d'après la Révolution, puisqu'elle est née en 1811. Elle est éduquée chez les bonnes sœurs de la Visitation, à Lyon. Elle finira par se faire virer parce qu'elle a une intelligence vive, mais également un peu rebelle, et elle finira par jouer des tours pendables aux sœurs. Et puis, elle va aider au commerce des parents, jusqu'à ce qu'elle rencontre alors Étienne Garnier. Et elle donc a 21 ans, elle épouse ce monsieur Garnier, qui lui aussi est commerçant dans un autre domaine, il est quincaillier, ferronnier. Bon, elle est très amoureuse de son mari. Après avoir été heureuse en ménage et à la perspective d'avoir des enfants, eh bien, elle a eu le malheur de perdre d'abord un petit garçon à la naissance, et puis ensuite de perdre son mari. Et tout de suite après le décès de son mari, elle a perdu une petite fille qui est décédée en nourrice. 24 ans, veuve, elle a perdu tous ses enfants, qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie? Elle porte un deuil lourd, difficile, épouvantable, peut-on dire. C'est vraiment le désespoir qui pendant quelque temps, vraiment va l'effondrer. Et c'est progressivement qu'elle reprend pied. Elle reprend pied en allant dans sa paroisse, renouant un peu avec la foi de son enfance, mais qu'elle n'avait pas beaucoup approfondie. Elle va donc dans les activités qu'on lui proposait, à savoir de visiter des malades chez eux. Et là, alors, elle a des grands chocs, parce qu'elle rencontre des gens qui sont vraiment dans une situation, mais alors on dirait aujourd'hui, de grande misère. De grande misère, des gens qui sont vraiment en fin de vie et qu'on ne soigne pas. On a quelques exemples absolument frappants qui sont décrits, de personnes qui ont des plaies considérables, on peut dire qu'ils se décomposent chez elles, si on peut prendre, je crois que c'est pas exagéré. On cite toujours Marie Labrûlée, enfin des choses qui l'ont marqué et qui se lui font dire, mais c'est pas possible, on peut pas admettre ça, et si les hôpitaux ne peuvent pas faire quelque chose pour elle, on va essayer de faire quelque chose pour adoucir et pour faire que cette fin de vie soit acceptable. C'est jamais facile, mais qu'elle soit, disons, plus supportable. Elle a commencé à regrouper autour d'elle d'autres amies veuves, et elles se sont bientôt retrouvées 2, puis 3, et ont finalement décidé que ça serait bien de réunir leurs efforts et de réunir aussi ces malades dans un établissement plutôt que de continuer à aller de ci, de là. Et c'est comme ça qu'est né le premier petit hospice des Dames du Calvaire. Elles s'en sont ouvertes au cardinal de Bonald,
qui venait d'être nommé à Lyon. Et tout le long, il a appuyé l'œuvre des Dames du Calvaire, donc qu'il a aidé à naître et qui donc, en 1842, a été vraiment officialisée comme une œuvre de charité destinée à s'occuper de malades femmes, bien sûr, mais malades de maladies incurables, avec des plaies, mais sans aucune condition de religion largement ouverte. Dès le début, Jeanne s'est entourée d'avis médicaux. Il y avait un médecin qui venait au Calvaire dans les différentes implantations régulièrement. Elle n'a pas fait les choses, j'allais dire, simplement sur un angle psychologique, spirituel, etc. Mais aussi, elle voulait faire le mieux possible sur le plan, on va dire, sanitaire, on dirait aujourd'hui, parce qu'on a la preuve de ses commandes aux hospices civils de Lyon de médicaments qu'on appellerait aujourd'hui des antidouleurs. Petit à petit, ça a grossi en taille, les malades affluaient et les dames, elles aussi, recrutaient de plus en plus. En 10 ans, finalement, elles sont passées on peut dire, de presque rien, 2-3 personnes, à 50 personnes, ce qui montre bien que le besoin était immense. Malheureusement, Jeanne, qui a été la cheville ouvrière de tout ce développement de son œuvre, s'est dépensée sans compter et va malheureusement décéder à l'âge de 42 ans en décembre 1853. Mais l'œuvre a continué sans elle. Le Calvaire a essaimé à Paris, je crois que c'est en 1874. Puis à Saint-Étienne, à Bordeaux, à Marseille, à Bruxelles, à Rouen, à Bethléem et à New York. Oui, à New York, figurez-vous, le Calvary Hospital est le plus grand centre américain de soins palliatifs. Et à Paris, c'est Aurélie Jousset, une personne veuve également, qui, ayant entendu parler de ce qu'avait fait Jeanne Garnier, a été voir ce qui se passait à Lyon et elle s'est dit quelque chose de semblable doit être fait à Paris. Il lui a fallu quelques mois quand même pour monter l'association des Dames du Calvaire, trouver un établissement et c'est en 1874, rue Léontine, dans le 15e, qu'elle ouvre le premier établissement pouvant accueillir, je crois, une dizaine de femmes. Mais là aussi, les besoins ont été rapidement très importants et ont dépassé les capacités si faibles de ce premier hospice. Et les dames ont cherché un autre terrain. Elles ont fait construire un bâtiment important pour recevoir une 60aine de personnes. Alors c'était à l'époque des dortoirs, évidemment, ce n'est pas des chambres individuelles. Et le 1er décembre 1880, les Dames du Calvaire se sont installées 55 rue de l'Ourbelle. Les soins même à l'hospice des Dames du Calvaire étaient assurés par les auxiliaires des dames. C'était souvent des célibataires qui avaient une formation de garde-malade, qui se sont formés sur le terrain et qui ont appris à faire les pansements. Ce pansement étant toujours important pour à la fois apporter un soulagement à la personne, mais aussi un temps d'attention, de relation. Et pour les dames aussi, c'était un temps d'ouverture à Dieu et à l'autre. Les médecins, c'était des médecins généralistes qui venaient très très régulièrement. On a les correspondances et les observations pour visiter les malades et prescrire ce qu'il leur fallait. Et dans les prescriptions, on peut trouver, dès les années 1885, on voit prescription de chlorhydrate de morphine, soit en sirop, en gouttes, soit en injectable. Et les Dames du Calvaire n'hésitaient pas à donner ce médicament, même s'il était très très tabou à l'époque. Les malades accueillis étaient souvent des malades qui avaient des plaies, mais qui avaient des plaies liées à un cancer. Et on voit bien le souci de traiter, de diagnostiquer, de faire profiter aux malades des moyens thérapeutiques de l'époque. Et tout à fait étonnamment aussi, j'ai découvert dans l'historique de l'établissement qu'il y avait un appareil radio, mais aussi un appareil de radiothérapie
de 1912 à 1922. Ça veut dire que les personnes qui étaient là n'étaient pas simplement à penser jusqu'à leur mort. Et c'était important aussi pour les Dames du Calvaire que des personnes puissent ressortir de l'hospice vivantes, en rémission, et qu'il n'y ait pas que des personnes qui viennent y mourir. Et en 1950, on voit vraiment dans les textes que la plupart des malades qui viennent au Calvaire de Paris sont des malades qui viennent de l'Institut Curie et de l'Institut Gustave Roussy. Parce que ces deux instituts, qui étaient très très renommés pour le cancer, étaient débordés de malades et ne pouvaient pas assumer la fin de la vie des malades qu'ils avaient soignés mais qui ne pouvaient plus guérir. Donc il y a eu un accord très très important entre Curie et la maison médicale accueillant les malades de Curie et Curie envoyant des soignants, à commencer par un médecin qui a été médecin responsable de la maison des Dames du Calvaire à partir des années 56-57. C'est le docteur Ennuyé. Et il a fini son travail, cette tâche, cette mission, disons, en 1980. Et il y a eu des travaux considérables de fait avec transformation des dortoirs en chambres à 2 ou 3, puis en chambres individuelles. Il y a eu l'ouverture de la maison médicale à des hommes. Jusqu'à présent, c'était réservé à des femmes. Donc il y a eu un service pour les hommes, le service Régent, parce qu'il y a eu un don fait par Monsieur Régent. Et le nombre des Dames du Calvaire a beaucoup diminué. Elles ne sont plus que 16 en 1974 pour leur centenaire. Donc 16 personnes, c'est pas beaucoup. Avant, elles étaient 30, 40. Et au fur et à mesure, des laïcs, des gens ne faisant pas partie de cette association, sont venus travailler dans la maison. Alors, ce n'étaient pas forcément des personnes diplômées, c'était souvent des gardes malades, des auxiliaires de vie, et puis petit à petit, des infirmières. Et donc, pour être reconnu comme un établissement hospitalier, il a fallu attendre 1971, puis 1977. Voilà. Et après, il y a une autre étape importante, c'est en 1979, encore le docteur Ennuyé dit pour mieux s'occuper de tous ces patients qui ne peuvent pas guérir, mais qui ont quand même eu un surcroît de vie, il y a des soins palliatifs. Il a été en contact avec Balfour Mount, qui a créé la première unité de soins palliatifs à Montréal en 1975. Il est au courant et dit créer une unité de soins palliatifs dans un hôpital, c'est une solution, mais la solution de Jeanne Garnier en est une autre, d'avoir un établissement entièrement dédié à ces personnes-là. Et ça correspond à ce que venait faire Cecil Saunders à Londres en 1967, de créer Saint-Christopher Hospice. Mais le docteur Ennuyé est parti en 80 pour des raisons personnelles. Il a été remplacé par un médecin, le docteur Rousseau, qui est très humain et s'occupe bien des malades, mais n'a pas du tout cette perspective de développer, d'entrer dans un mouvement de soins palliatifs qui se développe. La maison s'isole un peu de tout un mouvement qui est en train de prendre naissance en France, avec un peu de retard par rapport à l'Angleterre. Et dans les années 84, c'est quand même dommage que Jeanne Garnier ne se soit pas plus inscrite dans ce mouvement-là. La circulaire reconnaissant officiellement les soins palliatifs et l'accompagnement des grands malades, cette circulaire date du 26 août 1986. La première unité de soins palliatifs date de 1987. C'est à ce moment-là que commence vraiment l'introduction de la médecine palliative en France. En 85, le cardinal Lustiger était venu me voir, parce qu'à l'époque j'étais supérieur général, et il m'a dit, voilà, il y a la maison médicale Jeanne Garnier, les Dames du Calvaire, il n'y en a plus, les deux qui restent ne peuvent pas rester. C'est une institution ecclésiale, et c'est très important que l'Église, aujourd'hui, garde quelques institutions qui permettent de mettre en œuvre des questions de société dans la perspective qui est celle de l'Église aujourd'hui, quoi. Donc, vous êtes une congrégation où il y a des jeunes qui rentrent. Est-ce que vous acceptez de vous engager dans la maison médicale? Alors, nous, quand il nous a posé la question en 85, moi je lui ai dit, écoutez, Père, on entend votre demande, mais on va prendre le temps de discerner et de voir, parce que ce n'est pas simplement une ou deux qui vont s'engager là-dedans, mais on sentait bien que c'était quand même quelque chose de longue haleine, quoi. Pendant cette période-là, donc il y a des Xavier qui sont du monde de la santé qui sont rentrés, médecins, infirmières, voilà. Et puis Marie-Sylvie est entrée aussi, donc qui avait déjà connaissance de la maison médicale Jeanne Garnier.
Donc en 88, je pense, même en 87, on a dû dire oui au cardinal. On a dit OK, on est partante. D'autant que les enjeux nous apparaissaient énormes. Voilà. Et que l'intuition des Dames du Calvaire, c'est une intuition magnifique, c'était précurseur des soins palliatifs, quoi. Cette espèce d'attention aux malades, d'accompagnement, voilà. C'était magnifique, quoi. Mais on sentait bien que c'était fragile, parce il n'y en avait plus que 2 qui étaient dans la maison. Et puis, 80, je ne sais pas si vous réalisez, mais 80 lits de soins palliatifs à Paris, à cette époque-là, il y a des institutions d'État ou privées qui avaient des vues là-dessus, quoi. Donc il fallait faire vite. On ne pouvait pas remettre il y avait quelque chose d'une urgence. Les dames disparaissant, on ne pouvait pas laisser un espace vide. Institutionnellement, ce n'était pas possible, quoi. Et ça, le cardinal avait vraiment ce souci. Donc il nous a un peu aiguillonnés pour qu'on y aille. Et c'est en 88 qu'on a, en septembre, le 8 septembre 88, où il y a une communauté qui s'est installée dans la maison médicale. Mais bon, quand elles sont arrivées ici, qu'on a visité la maison, c'était sinistre. Sinistre, hein. Enfin, moi, j'ai trouvé ça sinistre. Hein. Mais le travail qui s'y faisait était un beau travail. C'est ça qui compte, quand même. C'est les locaux qui étaient sinistres. Les quelques dames du calvaire qui étaient là 24 heures sur 24, samedi et dimanche compris. Donc, elles assuraient un travail énorme, une présence énorme. Et on s'est aperçu que, avec leur départ, il y a eu une petite phase d'évolution qui n'a pas été facile. D'autant qu'on n'avait pas encore trouvé le montage institutionnel qui ferait passer les Dames du Calvaire au Xavier. Comment ça pouvait se passer, quoi. Voilà. Donc, il a fallu réfléchir et du coup, on a trouvé quelque chose. Elles étaient ce qu'on appelait à l'époque, canoniquement, une pieuse union. Maintenant, ça s'appelle des associations de fidèles. Voilà. Donc, il a fallu qu'on fasse passer, qu'on ferme la pieuse union et qu'on ouvre une association de fidèles, Maison médicale Jeanne Garnier. Et on a eu une place importante au conseil d'administration de droit. Et c'était le seul moyen de garantir les orientations éthiques de la maison, quoi. Les Xavier ont très bien repris la succession des Dames du Calvaire. Elles ont rajeuni la maison. Elles ont beaucoup développé, si vous voulez, le bénévolat. Elles ont beaucoup développé l'accompagnement des malades, qui avait été un peu délaissé du fait de l'absence des dames. Il fallait surtout qu'on professionnalise, quoi, et qu'on rende que le groupe de bénévoles devienne un groupe de bénévoles dans la mouvance du mouvement des soins palliatifs qui naissait, que l'aumônerie devienne une aumônerie comme dans les hôpitaux. Donc tout était à faire. Mais pour remplacer les Dames du Calvaire, il a fallu 4 structures: les Xavier, les bénévoles, l'aumônerie et puis les professionnels. Il y avait un espèce de dynamisme. Ah, il fallait y aller, quoi. Et ça a été... les premiers temps, ça a été formidable. Mais en même temps, c'était difficile. Parce que d'abord, elles n'étaient pas toutes engagées à Garnier dans la communauté. On n'était pas les Dames du Calvaire, hein. On n'était pas la même génération, on n'avait pas le même dynamisme, c'était autre chose, quoi. Par exemple, les Dames du Calvaire avaient une grande croix de bois autour du cou. Et quand elles ont vu la petite croix des Xavier que nous avions, elles se sont trouvées mal, en nous disant « Mais vous ne portez pas de croix ». Et une Xavier a répondu gentiment que celle qu'elle portait était autre que celle qu'elle avait autour du cou et que c'était suffisant pour la journée. Une autre anecdote, ça a été la rencontre de l'une d'entre nous qui était d'origine américaine, qui était danseuse et qui était habillée un petit peu différemment des Dames du Calvaire. La supérieure des Dames du Calvaire a été choquée en disant « Mais comment est-ce que ces femmes vont pouvoir nous remplacer dans cette maison ?» Bon. En même temps, on a aussi beaucoup respecté ce qu'elles étaient et moi je n'ai pas hésité à prononcer mes vœux définitifs dans la vieille chapelle avec une fresque un peu étonnante, même un peu
peu triste, pour leur montrer que voilà, on tenait compte de leur histoire. Il a fallu pendant tout un temps s'apprivoiser et puis après faire valoir une autre manière de vivre cet accompagnement tel que les Dames du Calvaire l'avaient conçu, tout en gardant très très fort ce charisme des Dames de Jeanne Garnier qui est d'accompagner, de soulager, d'accompagner, d'être proche, d'oser être là, d'oser être là. Par exemple, celle qui s'est engagée du côté des bénévoles. Bon, les bénévoles, c'est pas simplement être allé dire bonjour aux malades, les aider dans leurs besoins. Il y a toute une réflexion. Quel est le rapport qu'on a aux malades? Comment ça vient nous interroger? Comment on va se situer? Donc ça, on ne pouvait pas le faire, même si c'était bénévole, ça demandait un certain professionnalisme, quoi. Donc, celles qui ont été engagées comme responsables des bénévoles, elles ont fait appel à des professionnels qui sont venus former les bénévoles. Après, ce qui est aussi un petit peu différent, c'est l'aumônerie. L'aumônier de l'époque, quand je travaillais là, passait le matin à 7h du matin, après la messe célébrée pour les dames, dans les services avec sa chasuble pour donner la communion. C'était solennel, avec une dame qui portait une bougie, une petite clochette, etc. En quelques années, ça a changé. L'aumônier est passé tout autant auprès des malades, mais de façon un petit peu différente, avec une manière de faire plus discrète, tout en étant bien réel. Le cardinal nous avait dit d'adapter à aujourd'hui le charisme de Jeanne Garnier. C'est vraiment ça qu'on a essayé de faire, de s'adapter et à l'histoire et à ce trésor qu'on nous confiait, pour l'adapter quand même au temps présent, avec un mouvement interreligieux, interculturel, interreligieux, inter-tout, quoi, qui était ouvert à tous et qui avait bien du mal à prendre sa place, qui est ce mouvement des soins palliatifs dans lequel on s'inscrivait pleinement. La Société française des soins palliatifs a été créée en 1989. L'Association des Dames du Calvaire est le membre fondateur, et moi-même et une autre Xavier, nous sommes aussi membres fondateurs. Et puis, il a fallu quand même voir qu'on manquait un petit peu de personnel, quoi, et que plus ça allait, plus les malades posaient des problèmes assez complexes, et qu'il fallait davantage de personnel formé, et puis une grande ouverture de l'établissement sur d'autres établissements, sur ce qui se passait au Canada, sur ce qui se passait en Suisse, sur ce qui se passait en Angleterre, etc. Donc c'est pour ça que plusieurs d'entre nous ont été au Canada. Bon, moi j'y suis allée, une autre Xavier infirmière y est allée, plusieurs membres du personnel sont allés à des congrès au Canada, pour nous ouvrir à d'autres manières de faire que ce qu'on connaissait. Et puis les rencontres en France, des rencontres de soignants, les sessions au Centre Sèvres. Donc il a fallu s'informer en même temps, se former, faire équipe autrement, délivrer des soins qui n'étaient pas encore bien connus, travailler en équipe interdisciplinaire. Le médecin, ce n'était pas celui qui passait seulement faire sa visite 2 fois par semaine et qui voyait les urgences. C'est un médecin qui venait parler avec les infirmières et les aides-soignantes, commencer à chercher ensemble, à se poser des questions. C'est comme ça que la réflexion éthique s'est progressivement installée. À chaque décès, quand même, on laisse quelques plumes. Hein. Bon. Alors, ce qui nous permet peut-être de récupérer et de durer dans ce travail, c'est qu'il y a, malgré la douleur ou la souffrance de la séparation, il y a quand même une gratification, une satisfaction, hein, sinon on ne pourrait pas durer. Bon, il faut quand même qu'il y ait quelque chose de positif. Et ce quelque chose de positif, c'est de se dire, on a essayé de donner à ce patient et à sa famille les meilleures conditions pour vivre une épreuve difficile. Et puis, après, il a fallu aussi répondre aux besoins du temps. Certes, on recevait beaucoup de malades atteints du cancer, mais il y avait d'autres malades qui frappaient à la porte, entre autres les malades atteints du sida. Et pour accueillir des malades atteints du sida, il fallait quand même un certain nombre de conditions matérielles, au niveau hygiène, au niveau sécurité, etc. Alors on l'a fait fin 92, début 93. Et là, alors, vraiment un changement énorme, parce que c'était une population très jeune, qui était apparemment vieille. Les malades nous disaient, regardez, je suis un vieillard, j'ai 24 ans, je suis un vieillard. Donc là, on s'est vu devoir déceler leurs attentes, leurs désirs, et voir que la plupart de ceux qui sont arrivés, en fait, étaient tous des artistes. Bon. Et donc, on a tout de suite pensé à l'art-thérapie pour que ces personnes puissent s'exprimer, pas forcément avec une psychologue,
qu'on a quand même embauché aussi, hein, mais qu'il y ait deux manières d'être soutenu psychologiquement, par l'art-thérapie et par la psychologue. Et puis il a fallu inventer des activités, comme aller faire une journée au bord de la mer, pour des jeunes qui rêvaient de voir la mer avant de mourir, des sorties en ville, enfin voilà, d'autres activités, une autre population. Pour accueillir les malades atteints du sida, il fallait des chambres individuelles, et on avait un seul service qui n'avait que des chambres individuelles. Donc il a fallu aussi dire, pour ces patients, on va prendre toutes les chambres individuelles, alors que d'autres patients pouvaient en avoir besoin aussi. Alors, la maison était quand même très vétuste, malgré des travaux de rénovation régulièrement faits, et pas très fonctionnel, pas du tout fonctionnel, quoi. Il y avait des chambres à 3 lits. Moi, j'avais jamais vu ça, des chambres à 3 lits. Je dis, oulala, c'est vieillot, hein. Et on a créé une petite comité, dont je faisais partie, pour étudier les solutions possibles. Celle qui était engagée à Jeanne Garnier à ce moment-là, et Marie-Sylvie était pour beaucoup là, ont poussé pour que on va pas faire du colmatage, on rase tout et on recommence. Nous n'avions pas les moyens financiers de reconstruire la maison. Il fallait donc envisager la cession d'une partie du terrain pour avoir des moyens financiers pour pouvoir reconstruire. Nous avions mis au point un projet, une tour de 7 à 8 étages, qui permettait d'avoir uniquement toutes les chambres sur le jardin, d'avoir tous les services empilés les uns au-dessus des autres, les Xavières étant au dernier étage de cette tour. Et puis est arrivé un don tout à fait inespéré d'une patiente soignée à Curie, qui a proposé qu'une bonne partie de sa fortune soit donnée à Jeanne Garnier pour permettre à des malades qui n'avaient pas le loisir de rester chez eux jusqu'à la fin de leur vie, soient accueillis, soignés, accompagnés, comme chez eux, et que les familles y aient aussi leur place. Finalement, quand on a eu la connaissance du legs de Mme Reynery, je me souviens très bien de ce legs parce que c'est moi qui ai eu le chèque, le notaire me l'a remis en main propre, 67 et quelques millions de francs. On s'est dit qu'on pourrait faire l'opération nous-mêmes. Mais le désir, c'était de le faire en consultation de tout le personnel. Et ça a été une aventure formidable. Donc j'ai demandé aux infirmières et aides-soignantes de faire des dessins de leurs rêves, la maison de leurs rêves. Et en fait, on a gardé le dessin d'une infirmière qui a donné l'architecture d'un service. Les soins au centre, les chambres distribuées autour, en U, et puis des tas de petites choses bien précises qui donnaient une petite spécificité à un étage hospitalier, quoi, pour que ce ne soit pas trop hôpital-usine, quoi. Voilà. Donc on est parti de ce schéma-là. Après, il y a eu une commission qui a marché pendant 2 ans, hein, avec architectes, administrateurs, représentants des soignants, voilà, Xavier. Et on a travaillé à partir de ce schéma, et puis on l'a forcément embelli, augmenté. Et les soignants n'avaient dessiné que la partie soins. Une maison n'a pas que la partie soins, il y a beaucoup d'autres choses. Et alors on a beaucoup insisté sur le fait que la beauté était indispensable, et voilà, que la lumière était indispensable, que l'espace était indispensable, que le jardin était indispensable. Et tout ça, c'est déjà dit par les Dames du Calvaire en 1904. J'ai lu tout à l'heure un texte, un compte-rendu d'une assemblée générale, disant qu'au Calvaire, à l'hospice des Dames du Calvaire, les conditions d'hygiène étaient déjà bonnes, que l'environnement était toujours propre, lumineux, et c'était indispensable au moral des gens d'avoir de la beauté autour d'eux. Et alors la difficulté, si vous voulez, a été, on démolit la maison. Que faisons-nous des malades et du personnel? Le conseil d'administration a pris cette décision. On dit on va garder notre personnel et on a loué rue Rémy-Gourmont une clinique où on n'a pas eu les 80 lits, mais enfin on a dû avoir, je crois, 70 lits à peu près, et on a pu conserver tout notre personnel. Et puis alors on a fait cette chose tout à fait étonnante peut-être, une chambre témoin. Nous étions dans le 19e en train de travailler là-haut, dans la clinique, qui était plutôt rustique aussi, mais on savait que c'était pour 2 ans. Et moi, j'avais proposé qu'on fasse une chambre témoin pour que tous les soignants voient comment serait la chambre et fassent leurs remarques. Donc la chambre témoin a été faite dans le 15e, sur le terrain de la rue Lourmel. Et je crois que tous les soignants ont défilé. Et on fait marcher le lit, le chariot, bon, voilà. Et on a modifié beaucoup de choses. Par exemple, si vous allez dans les chambres, il y a des pans coupés pour les salles de bain avec des portes coulissantes, ce
qui permet de faire rentrer un chariot-douche pour pouvoir doucher les patients grabataires. Et c'est une idée pratico-pratique de gens qui l'utilisent. L'architecte au début avait pensé à faire une pièce carrée, comme on fait une salle de bain est carrée d'habitude. Donc vraiment, ça a été extrêmement bien pensé. Alors déménager un hôpital, c'est vraiment une expérience inouïe. Mais ce qui m'a rassurée l'autre jour, c'est de voir qu'en 1939, la maison avait déjà été déménagée, non pas pour des raisons de reconstruction, mais pour des raisons de guerre. Et que les dames avaient déménagé leurs malades, et elles-mêmes, jusqu'à Marines, c'est pas dans Paris quand même, et avaient déménagé 40 personnes. Alors comment, je ne sais pas, c'est inouï, quoi. Alors nous, on a prévu le déménagement sur plusieurs jours, évidemment. Et alors, les ambulanciers étaient super sympas parce qu'on est passé par les plus belles places de Paris. Donc ça a été vraiment la visite de Paris fantastique pour atterrir dans un lieu qui était plus petit, qui n'avait pas de jardin, et un couloir minuscule, très très minuscule. Les brancards ne passaient pas dans les chambres. On a eu des problèmes, surtout rue Rémy-Gourmont, avec les voisins qui nous ont accusés d'avoir transformé la rue Rémy-Gourmont en rue de la mort. Ah, ça a été très très compliqué. Ça a été très compliqué parce qu'on accueillait des patients atteints de sida. Et alors ça, pour ces gens, ça a été compliqué. Ils ont eu très très peur. L'épicier d'en face de la maison, dès qu'il nous voyait quelqu'un qui sortait de la maison médicale, il nous accueillait, il nous vendait quand même quelque chose, mais après il passait l'eau de Javel sous nos pas pour être sûr qu'on n'ait pas infecté son commerce, quoi. Et alors la plus grosse des choses, c'était le départ des personnes décédées. Personne ne voulait dans le quartier voir des pompes funèbres dans la journée. Donc on faisait le départ des personnes décédées la nuit. Les voisins se sont mis en association contre nous. Ils sont venus à plusieurs reprises faire une descente, vraiment une descente, avec panneaux, pour nous dire partez, partez, vous perturbez tout le quartier, vous enlevez la valeur marchande des maisons. Et alors le plus beau jour pour eux, c'était le jour où on est reparti. Et nous aussi, je pense que c'était un soulagement énorme. Et là, je me souviens très bien des téléphones qu'on se passait, de l'ambulance à Rémy-Gourmont, et en disant bon, j'arrive, je suis à l'Alma, la malade respire bien, t'inquiète pas, où est-ce que je la mets, as-tu préparé le lit? Enfin bon, voilà. Tout était organisé très très fort, mais c'est une organisation incroyable, incroyable. Mais voilà, une expérience qu'on ne peut pas oublier et qui était une expérience d'équipe, très très fort d'équipe, quoi. Et puis quand on est arrivé ici, oh, qu'est-ce que c'était grand. On était perdus. Si, mais il va falloir nous acheter des rollers, c'est pas possible. Vous avez vu la grandeur des couloirs. Qu'est-ce que c'est grand. Bon, mais c'était beau, quoi. C'était vraiment... Oh. Le jour de l'inauguration a été un jour très très fort parce que Cécile Saunders s'est déplacée de Saint-Christopher et a dit ouvertement que nous étions dans le même mouvement des soins palliatifs. Ce qui était important, c'est d'être reconnu par cette femme comme faisant partie du mouvement des soins palliatifs nouveau. Voilà. Et puis, au niveau politique, on avait le ministre de la Santé qui était là, M. Barrot, et ça signifiait aussi que la maison avait un rôle au niveau de la politique, au niveau de la société en tout cas, politique au sens large du terme. Et que désormais, comme elle était quand même une vitrine, il fallait tenir notre place en faisant notre rôle de soignant, en étant un pôle d'excellence, comme on doit l'être, hein, mais aussi qu'on aurait à répondre de ce que l'on fait, de nos convictions, de nos valeurs, dans un environnement qui n'était pas forcément toujours favorable aux soins palliatifs et on pourrait dire parfois très hostile. 81 lits de soins palliatifs, ça faisait peur à beaucoup de médecins. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins sont opposés dès le départ aux soins palliatifs parce qu'ils avaient peur de telles institutions. Ils ne se voyaient pas dans ces grandes maisons entourées, peuplées de malades en fin de vie. Je crois que ça leur faisait une grande peur. Ils appelaient ça des mouroirs. Et ils ont résisté, le corps médical a résisté pendant des années et des années à l'acceptation officielle des soins palliatifs. Donc il a fallu aussi apprendre à parler, à débattre. Là, Patrick Virel nous a aussi beaucoup aidés, mais aussi la SFAP, d'autres associations, l'association Jalmaf par exemple, avec qui on a beaucoup travaillé,
L'un de ses objectifs, c'est de sensibiliser la société tout entière à la façon dont on s'occupe, dont on accompagne et dont on traite les personnes en fin de vie. Voilà. Et donc voilà, on est revenu ici, et progressivement, ma foi, on s'est adapté aux locaux, les équipes se sont étoffées progressivement, des nouveaux professionnels nous ont rejoints, voilà. Et donc on a commencé à accueillir des patients atteints de SLA, sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot, ça dépend comment on veut. C'est une maladie qui est extrêmement invalidante parce que progressivement, les gens se paralysent. Parfois, ça va très très vite. Parfois, ça évolue sur des années. Parfois, ça va très très vite en quelques mois. Et donc, ils perdent l'usage de leurs jambes, de leurs bras. Les troubles de la déglutition s'installent. La parole, parfois, se fait de plus en plus difficile. Et les neurologues nous ont dit, mais si vous n'avez pas de lieu, les gens ne pourront pas tenir à domicile. L'hôpital n'a pas beaucoup de lits pour les maladies neurologiques, surtout les chroniques. Donc, ça veut dire qu'on demandera à ce qu'on accélère la mort. Bon. Donc, ce n'est pas que pour ça. Mais on s'est dit, ces gens-là sont en détresse et les aidants sont en détresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, nous étions venus visiter une première fois. Et puis, les lieux nous ont semblé vraiment absolument bien adaptés pour l'accueil de nos patients. Et le partenariat a débuté à ce moment-là. Mais c'était très difficile de pouvoir trouver des lieux d'accueil. Donc, il a fallu qu'on apprenne ce que c'est que cette maladie, ce que ça voulait dire pour les patients, comment les prendre en charge. Comment communiquer avec eux, comment les faire manger. Enfin, ça a été, voilà, les premières fois étaient un peu ardos. Ça a été un peu difficile. C'était un peu difficile. Un jour, certains demandaient à arrêter le respirateur. Donc, est-ce que c'était à nous d'arrêter le respirateur? Donc, des problèmes vraiment éthiques très, très importants qu'on discutait et en équipe et en grand groupe le mercredi après-midi. Et puis, on avait besoin de personnes extérieures pour nous faire réfléchir. Donc, Patrick Verspiren, par exemple, est venu très régulièrement, pratiquement chaque semaine, relire avec nous des situations ou nous aider à voir comment avancer dans une situation qui paraissait très complexe ou un peu bloquée. Et donc ça a été, en tout cas moi, ça m'a été précieux au début parce que ça m'a initié à la démarche éthique, à la réflexion éthique. Et c'est pas quelque chose d'inné. Et puis au niveau social, on a vu qu'il y avait aussi beaucoup de questions sociales dramatiques. Et souvent, les aidants étaient épuisés. Et on a comme ça inventé les séjours de répit faits pour que les familles se reposent et que la personne qui est à domicile vienne 3 semaines ici. Et puis, en même temps, on s'est dit qu'il ne faut pas laisser tomber la gériatrie, parce qu'on avait aussi des demandes pour la gériatrie. Mais là, on s'est dit qu'il y avait peut-être à ouvrir quelque chose de médico-social. Et c'était la résidence Aurélie Jousset qui a été ouverte, une résidence d'accueil temporaire, qui pouvait servir à certains malades de Garnier qui s'amélioraient, mais qui étaient encore trop fatigués pour repartir chez eux, et c'était un SAS. Ou inversement, des gens qui étaient difficilement chez eux, mais qui ne voulaient pas trop venir en unité sommative et qui a besoin d'un SAS intermédiaire. Voilà. À ce moment-là, la dynamique du domicile n'était pas développée, ou très peu, mais la maison médicale s'est attachée a entendu un appel qui était lancé un peu par une association, c'était François-Xavier Bagnoux, qui avait l'idée de développer les soins palliatifs à domicile. Et la maison médicale nous a un peu délégués, il y avait Jean-François Richard et moi, pour aller travailler avec une équipe qui réfléchissait à la mise en place d'un service d'hospitalisation à domicile. C'est de permettre à ces personnes qui ont envie de rester chez elles, de leur donner les moyens d'y arriver. Alors, à la fois aux personnes et à la fois à leur entourage. Et ça, dans les soins palliatifs, c'est ancré, c'est dans la définition des soins palliatifs. On s'occupe de la personne, mais on s'occupe aussi de son entourage et on s'occupe aussi de l'équipe. Et puis on s'est dit surtout, et dans cette perspective aussi de la SFAP et des associations, il faut diffuser nos nouvelles connaissances, notre nouvelle manière de faire. Donc comment diffuser? Et pour diffuser, c'était par les équipes mobiles. Donc des équipes mobiles formées par Jeanne Garnier allaient dans différents hôpitaux pour conseiller ceux qui étaient dans l'embarras,
et qui le demandaient, qu'il fallait avoir une évaluation, des conseils thérapeutiques pour des patients qui étaient voilà, en fin de vie ou qui ne pouvaient plus guérir ou qui avaient des symptômes très pénibles à soulager, qu'on ne savait pas soulager. Voilà. Et donc, ces différentes insertions des soignants de la maison médicale, plus des initiatives de la maison médicale vers d'autres hôpitaux, ont beaucoup contribué, je crois, enfin, contribué. Chacun a sa petite pierre, hein, a mis sa petite pierre dans l'édifice, mais ont contribué à cette diffusion des soins palliatifs et aussi par l'enseignement. Les écoles d'infirmières nous ont demandé à beaucoup d'entre nous de venir faire des formations sur les soins palliatifs. Et puis après, il y a eu toute cette recherche dans les facultés de médecine pour que des heures de soins palliatifs soient quand même données aux futurs médecins, quoi. Donc on a enseigné quelques heures, quelques rares heures, mais on essayait de faire passer le message, quoi. Et puis il y a eu progressivement le développement de diplômes universitaires de soins palliatifs dont on est les créateurs. Moi, je n'ai pas le diplôme parce que j'ai contribué à le créer, donc je n'ai jamais passé le diplôme, quoi. Il fallait recevoir des stagiaires. Quand on fait des diplômes, c'est bien gentil. De l'enseignement, c'est bien gentil, mais après, il y a des demandes de stage. On a reçu des stagiaires ici en quantité invraisemblable. C'est à peu près 100 stagiaires par an, quand on compte toutes les spécialités. Donc, cette ouverture aussi de la maison à tous les stagiaires était très, très importante. Et puis, quand les stagiaires viennent ici, ils demandent des témoignages. Donc, les infirmières qui n'aiment pas trop parler souvent ont été amenées à parler à d'autres infirmières. Et puis après, il y avait des visites de la maison. Il fallait bien répondre un petit peu au succès qu'on avait. Donc, il fallait accueillir des gens de tous les pays. On était sollicité, alors Marie-Sylvie essentiellement, hein, on était sollicité pour intervenir à l'extérieur et dire ce que l'on faisait. Et c'est là qu'a été mise en place, a été pensé le fait de faire un pôle de formation carte soins palliatifs. Ça a été créé en 2000 et on a fait des tas de formations. Soit ici, les gens venaient ici, et notre personnel se formait aussi, soit on allait sur place pour faire des formations actions. Et ça continue. Maintenant, c'est de plus en plus le milieu médico-social, parce qu'ils sont obligés d'avoir une approche palliative et d'avoir des référents. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de partager l'état d'esprit. C'est pas juste telle situation, tu fais ça, et machin, même si c'est quelque chose d'intéressant. Mais derrière la prise en soin de chaque personne accueillie, il y a un état d'esprit. Et je pense que c'est ça qui est essentiel de transmettre. Le respect de l'autre, de le considérer jusqu'à la fin de sa vie comme une personne, et pas comme un patient. Parce que déjà, considérer quelqu'un comme un patient, c'est plus tout à fait comme une personne. Alors après, il y a eu, en l'an 2000, il y a eu quand même un peu de calme aussi, parce qu'on avait déjà créé beaucoup de choses. Donc après, il fallait entretenir. Bon, et entretenir, c'est pas facile du tout. Et puis, il a quand même fallu continuer à créer. Par exemple, le département recherche a été créé après. Et ce département recherche, en quelques années, a pris beaucoup d'ampleur et contribue à la reconnaissance aussi européenne, voire mondiale, de la maison médicale. La plupart de nos recherches partent de questions qui se posent dans la clinique, en particulier la douleur, là, si je pense à une recherche. Ou bien avec des questionnements qui ont émergé ici. Des demandes, par exemple, des demandes d'euthanasie des patients, ou encore sur la question de la sédation. C'est-à-dire, on est très en lien avec la réalité et l'actualité des questions. Parce que le but de quoi? Le but de la recherche ici, c'est quand même, ici ou dans ce type de contexte, c'est de produire des connaissances qui sont susceptibles d'améliorer les pratiques. Et ça, c'est très nourrissant, si je peux dire. On n'est pas abstrait, on n'est pas dans une tour d'ivoire, quoi. J'essaye d'y participer tant bien que mal. Donc il y a tout cet aspect-là à développer de la recherche infirmière qui est assez pauvre en France encore. On essaye de participer le plus possible et de s'ouvrir le plus possible à l'extérieur. Une association ne vit que si elle a des projets. À partir du moment où il n'y a plus de projet, elle ronronne et elle s'éteint. Bon. Alors on ne va pas s'éteindre comme ça en 5 minutes, hein. Mais je crois que c'est important pour tout le monde d'avoir des projets. Et pour avoir des projets, on entend les appels. Les appels de la société, les appels des malades, les appels des familles. Et dans les appels des familles, il y avait du répit, non pas en hospitalisation, mais du répit en hôpital de jour, enfin en accueil de jour, c'est pas tout à fait un hôpital de jour, pour des patients atteints de maladies dégénératives, type Alzheimer ou maladies apparentées. Donc là, il ne s'agissait pas d'hospitaliser les gens, mais de créer un espace Jeanne Garnier, pour accueillir une journée par semaine
parfois 2 journées par semaine, des personnes qui sont à domicile et dont les aidants ont besoin de souffler de temps en temps. L'idée, c'était de les accueillir dans un milieu convivial, chaleureux, et de pouvoir donc leur proposer des exercices de stimulation cognitive, psychomotrice, une socialisation aussi, parce que ça leur permet de rencontrer d'autres personnes. Ça a très vite, on peut dire, fonctionné, et on a rempli assez rapidement. Donc ça veut dire 55 personnes par semaine. Hein. Alors quand on s'occupe des patients, bien sûr, aussitôt on vous dit, et alors les aidants, vous allez faire quoi? Donc de cette structure-là est née forcément des réunions, des groupes pour les aidants. Donc la structure, elle marche tous les jours de la semaine, sauf le samedi, et un samedi par mois ou 2 samedis par mois, l'équipe s'occupe des aidants pour qu'ils aient aussi leur groupe de parole, leur rencontre. Bon. Et puis, quand on est aidant, on dit, mais oui, vous savez, moi, j'ai pas beaucoup de renseignements dans mon quartier. Ah, il manque une plateforme de répit, une plateforme d'information. Est-ce qu'il ne faut pas en faire une ici, puisqu'on a une résidence d'accueil temporaire, on a des malades qui viennent en accueil de jour, on a aussi plein de familles qui passent, donc on a fait une cellule de répit. Voilà. Donc les choses s'appellent les unes les autres, quoi. Et ça, c'est très, très dynamisant. Et cet accueil de jour travaille très fort avec un EHPAD à côté, de la rue d'à côté, pour que des activités soient partagées. Pour arriver à garder un peu pour les années à venir cette dynamique, je pense qu'il y a quand même une chose importante, c'est qu'il y a les bénévoles. Je pense que déjà, ils apportent une note questionnante. De tout temps, il y a eu des bénévoles. Tout le temps, tout le temps. Depuis que je suis arrivée, j'en ai toujours vu et ils ont été très, très nombreux. Je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit où les bénévoles aient autant une place héritée de l'histoire et du coup très intégrée à la maison. Ça témoigne du fait que l'institution est à l'écoute du malade, avec des personnes qui ne sont pas là pour faire des piqûres, pour faire ceci, des diagnostics, des personnes qui sont là pour être présentes, pour écouter. Au fur et à mesure du temps, leur activité s'est structurée. Ils sont formés, suivis. C'est très, très, très sérieux. Si j'avais mon badge, vous verriez sur le badge écrit AIM. AIM, ça veut dire accompagner ici et maintenant. Et dans ces 3 mots, il y a vraiment la définition de ce que c'est que l'accompagnement. On vient avec ce qu'on est. Aujourd'hui, on accompagne une personne qui sera accompagnée par d'autres. C'est vrai que les bénévoles, c'est quand même une personne extérieure qui va venir parler d'autres choses que la maladie, en plus, qui va plutôt parler des choses que les patients aiment. Voilà. C'est un soutien logistique aussi. Il faut, par exemple, pour aller chercher, pour aller acheter des vêtements aux patients et qui est isolé ou qui veut sortir mais qui n'a pas de famille ce jour-là. Enfin, voilà. Au-delà de la présence aux patients, ils sont aussi pour certains soignants une oreille. Je crois qu'ils sont d'une grande aide quand nous, on ne peut pas se libérer pour rester près d'un patient. Eux, ils peuvent être là. Et donc, c'est moins difficile pour nous. Les bénévoles dans la maison médicale, ils sont accueillis dans les réunions de soignants, dans les réunions de service. Ce qui n'est pas commun, quand même. Ça leur permet de connaître les malades, d'être intégrés dans l'équipe et d'être à la fois un soutien pour le malade, pour sa famille et aussi parfois pour les soignants quand les situations sont difficiles. C'est important de pouvoir avoir quelqu'un à qui on peut parler en disant la journée a été difficile ou quelqu'un qui vient gentiment vous voir en disant ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis les bénévoles proposent depuis quelques années déjà un pôle, ce que nous appelons un pôle suivi de deuil, donc qui se décline de plusieurs manières. Donc il y a une messe des familles qui est proposée pour les familles qui ont perdu quelqu'un. Et c'est d'ailleurs assez curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même n'étant pas croyants ou croyants d'autres religions, viennent à la messe. Du coup, la chapelle en général est toujours archi pleine. Et puis après, il y a le pot, qui est un lieu d'échange. Et puis, on organise ce qu'on appelle des cafés deuil. Et là, ce sont des bénévoles qui proposent un temps de rencontre. Mais café deuil, ça fait aussi drôle comme expression. Sainte Famille dit, c'est quoi votre café deuil? Un café philosophique, on peut penser, un café théologique, on peut penser, mais café deuil, ça fait... Bon. Mais n'empêche que le café deuil qui est proposé aujourd'hui réunit pas mal de personnes qui n'ont pas besoin de s'inscrire, qui savent la date, le lieu, et qui viennent si elles ont envie de voir d'autres personnes. Ce n'est pas un suivi continu, c'est une occasion de rencontrer d'autres gens quand on se sent tout d'un coup trop seul avec sa peine. Donc aujourd'hui, c'est ça.
demain, ça va être encore autre chose, mais c'est être attentif aussi aux besoins des personnes en deuil qui sont parfois un peu perdues. J'ai pas su tout de suite qu'il y avait des Xavières, je crois, présentes. Ça me disait pas grand-chose, je connaissais pas trop cette communauté. Je suis pas très érudite en la matière. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai appris que Marie-Sylvie Richard était Xavière. Et puis, il y a un autre médecin qui arrivait un peu plus tard et j'ai appris qu'elle était Xavière. Voilà. Et puis, quand on est revenu ici, j'ai bien compris qu'il y avait une communauté qui habitait à côté. Le fait aussi qu'elles habitent dans la maison garde l'esprit maison. Il n'y a pas que des gens qui sont malades qui viennent, il y a des habitants. Et ça transmet quelque chose de différent. C'est que on croise des gens qui font leurs courses, qui ont un panier, et ça change un peu la notion hospitalière. Ça, c'est très agréable. Ça change, forcément. Ça donne un esprit à la maison. Elles sont là, on les découvre peu à peu. C'est difficile de dire en quoi, mais forcément, il y a un esprit particulier qu'elles insufflent dans la maison. Moi, les Xavières, oui, on le sait assez vite, mais on ne sait pas forcément qui. Moi, j'ai appris assez tard qu'il y avait des personnes qui étaient Xavières. Et l'inverse aussi, s'il y a des gens on croyait qui... en fait, non. Donc, non, c'est pas affiché. Après, voilà, là, maintenant, au bout de 3 ans, je sais qui est Xavière. On n'est pas dans une sorte d'uniformité, je dirais, de croyance ou... mais on partage certainement des valeurs, et des valeurs qui ont été portées par la communauté. Ça, sûrement. On leur a demandé d'être ici pour être garante de la valeur défendue par les Dames du Calvaire. Donc je crois que c'est après, quelle que soit la façon dont elles vont le faire, en étant professionnelles, en étant bénévoles, en étant responsables des bénévoles, le fond de leur présence, c'est on est garant de ces valeurs-là. Il y a actuellement 3 médecins, une qui est responsable de l'aumônerie et une responsable des bénévoles. Il y a toujours l'association de fidèles Jeanne Garnier et des Xavières qui sont au conseil d'administration. Voilà. Mais ce n'est pas notre œuvre. Voilà. On a accepté de s'engager, de mettre tout ce qu'on pouvait pour que ça vive. Mais on ne peut pas dire que Jeanne Garnier, c'est les Xavières. Non. Les Xavières sont engagées à Jeanne Garnier. Et on n'a jamais regretté, je pense, de s'y être engagé, parce que c'est une belle œuvre, quoi. Quand on est nouveau ici, on sent qu'il y a un truc, quoi. Il y a une histoire, il y a quelque chose, qui est construit, et qu'on sent qu'il y a... Mais voilà, avec plein de défis aussi qui arrivent. Mais voilà, quand on arrive ici, c'est l'une des premières sensations qu'on a. On sent qu'il y a eu un travail énorme de fait, un héritage en fait énorme. Si je ne me trompe pas, c'est la plus grande structure de soins palliatifs d'Europe. C'est quand même pas, c'est pas anodin, quoi. On a quand même, il y a quand même des choses à perpétuer. C'est quoi Jeanne Garnier? C'est pas qu'un établissement de santé, c'est aussi une histoire individuelle qui démarre à la perte d'être cher pour une femme. Et c'est ça qui est très beau dans cette histoire, et c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre. Ici, la fondatrice a perdu aussi quelqu'un et a voulu donner aux autres. Et c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Après, pour transmettre, peut-être qu'un des plus gros challenges de la maison, c'est d'arriver à transmettre son état d'esprit à tous ceux qui arrivent. Parce que la transmission se fait de pair en pair. Donc il ne faut pas qu'il y ait une rotation trop importante. Parce que le risque, c'est que l'état d'esprit se perde. Et c'est un vrai challenge, et ça va être d'autant plus un vrai challenge que l'air du temps n'est pas fait pour laisser le temps aux soignants d'apprendre ça et de donner du temps aux patients. Donc si on veut rester attentif à ça, mettre le patient au centre, comme tout le monde dit, il faut faire attention à la façon dont on gère les structures hospitalières et les personnels qui sont dedans. On va manger? Vous avez faim un petit peu? Les piliers de la maison.
Un des piliers, c'est l'équipe de toute façon. Hein. Dans ce genre de métier, si on n'a pas l'équipe, c'est pas la peine. Vous pouvez avoir une super infrastructure, avoir tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas tenir. Alors on n'est pas dans un monde de bisounours idéal où tout est beau. On a ici comme ailleurs des conflits, on a des désaccords. Mais globalement, je crois qu'il y a quand même une grande bienveillance. Et dans l'organisation de la maison, il y a pour le personnel soignant, il y a des groupes de parole qui sont organisés et les soignants sont invités à y aller tous les 15 jours. Enfin, c'est vrai qu'ici, voilà, on a des choses qui sont actées et qui sont là pour nous soutenir aussi. Des formations intramuros tous les mercredis après-midi, c'est pareil, c'est acté. D'avoir une salle où on peut s'allonger pendant notre heure de pause. Voilà, une heure de pause, c'est acté. Ça fait partie aussi de prendre soin de nous. Et voilà. Ici, on a quand même l'espace pour pouvoir prendre en charge les familles. Parce que de toute façon, tous les gens qui viennent ici le disent, c'est le premier truc qu'ils disent. On sent que c'est, voilà, les locaux, il y a l'espace, ça a été pensé, en fait, pour les soins palliatifs. Et ça fait une sacrée différence. Donc pour les familles, on a quand même des espaces assez grands. Il y a une personne de la famille qui peut rester dormir aussi. S'occuper d'une famille, c'est pas résoudre tout, mais c'est entendre tous ces paramètres qui sont à respecter et pour lesquels il faut faire une co-création. Quand je dis qu'on est inventif jusqu'au bout, on l'est avec les malades et les familles, il faut inventer ensemble une solution pour que un dernier désir puisse se réaliser, mais parfois le désir ne se réalise pas, il faut aussi le dire. D'abord parce que quand on rentre ici, il y a encore des choses possibles. Il y a des espoirs possibles, il y a des choses qui peuvent être encore faites, qui peuvent être encore vécues. En fait, moi, c'est ce que je préfère, c'est le moment où on arrive à rejoindre le patient et à savoir, tiens, là, je vais pouvoir agir concrètement sur quelque chose qui va lui faire plaisir. Mais quand on arrive, voilà, à savoir, par exemple, d'un coup, le patient va se dire, mon chien, j'aimerais trop le revoir. Bon, pouf, allez hop, on va en parler en équipe. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de l'amener dans le jardin? Est-ce que, voilà, comment on peut s'organiser? La créativité, elle est là. Il y a même un cheval qui est venu, parce que le patient voulait dire au revoir à son cheval. Il est venu dans le jardin, le cheval. Un beau cheval, mon vieux. Enfin, voilà, il y a des tas de choses. On peut encore se marier, même si on est à quelques semaines de sa mort. Voilà, des tas de choses comme ça. Tout le monde ici a déjà fait des soins de bouche avec du champagne, avec de la bière, voilà, avec du vin. Et c'est vrai que moi, souvent, je le dis en formation, je dis, nous, il n'y a plus vraiment de sens de prendre l'attention 3 fois par jour. Donc, on enlève ça, mais par contre, on développe notre clinique, c'est-à-dire, en fait, à regarder le patient. Ça, on apprend beaucoup à s'adapter à comment est le patient, parce qu'en fait, ici, le temps, c'est une notion hyper importante. Et du coup, comme des fois, le temps est court, on ne sait pas. Combien d'ailleurs? On ne sait pas combien on a devant nous pour rentrer en relation avec le patient. Des fois, c'est très court, des fois, on a un peu plus de temps, des fois du temps qui n'était pas prévu, mais qui est là. Et du coup, ce temps-là, il faut réussir à ce qu'il soit le plus, comment dire, réussir à avoir le plus d'informations pour essayer de soulager le patient, pour essayer de répondre aussi à ses inquiétudes, à ses peurs, s'il veut et si on peut. À gauche, c'est parfait. Mais rien n'est gagné, rien n'est gagné. Et les soins palliatifs eux-mêmes risquent de se techniciser, de devenir une technique. Les médecins font leur travail, font ceci, font cela. Ils appliquent des protocoles. Voici ce qui menace les soins palliatifs. L'esprit initial risque d'être perdu. Si la médecine donne de moins en moins de temps pour le contact singulier, le colloque singulier avec le malade, on risque de perdre ce que le malade veut nous dire, quoi, de perdre cette attention au malade. Je pense que la rencontre avec le malade, elle est unique. Elle est unique et c'est elle qui nous motive. Et ce qu'on a pu vivre de fort avec les malades, avec certains malades, avec certaines familles, sont des points inoubliables qui sont des moteurs. En tant que soignante, j'ai pas mal vu des personnes qui arrivaient ici, qui demandaient l'euthanasie. Et que par les soins, par l'écoute, par la présence, quand on arrivait à les soulager, physiquement, moralement, spirituellement, qui ne demandent plus que cette demande de l'euthanasie, on n'entend plus parler. Ça ne va pas de soi, les soins palliatifs. Ça affronte à la souffrance et à la mort. Et que voulez-vous, c'est difficile. Et donc, pour maintenir un climat de relation jusqu'au bout, il s'agit de trouver des gens bien formés et surtout des gens qui n'aient pas peur de cela.
ça ne sera jamais quelque chose de gagné définitivement. C'est toujours quelque chose à inventer. C'est fragile. Et nous sommes protégés dans la mesure où nous faisons très bien. Tant que nous faisons, enfin, oui, aussi bien que possible. Mais ce n'est pas acquis. Ce n'est pas parce que ça a été le cas jusqu'ici que ce sera le cas pour les 20 années prochaines. Et c'est là où, aujourd'hui, si on regarde demain et après-demain, on se dit, quel est tout ce socle qui a traversé les siècles, qui fait qu'aujourd'hui, on en est là, et quel est de ce socle, qu'est-ce qu'il faut garder pour continuer et à être dans 50 ans encore référence, mais en ayant changé parce que le monde change. Voilà, ça va être, je pense, le défi pour les années à venir, c'est de garder notre âme, parce que l'âme de Jeanne Garnier, c'est vraiment quelque chose de précieux. Nous tous qui sommes ici, on passera, mais l'esprit de Jeanne Garnier, il faut qu'il reste. Et pour ça, il faut que nous, on se batte. On doit oser et retrouver l'âme de Jeanne Garnier. Jeanne Garnier, elle a osé. Elle a demandé après ses autorisations. Donc nous, on doit évidemment oser et puis donner tout ce qui existe finalement aux patients et à sa famille et au plus grand nombre. C'est vraiment un enjeu, le plus grand nombre. Et ça a été un travail d'apprivoisement. Non pas pour rendre la mort acceptable et douce et gentille et la bonne mort et tout ce qu'on entend dire partout. Je crois qu'il n'y a pas de bonne mort, il n'y a pas... Mais la mort, voilà, elle existe. Alors j'ai deux solutions. Ou bien je m'échappe, ou bien je l'affronte. Bon. Moi j'ai décidé de l'affronter. C'est un travail intérieur. Hein. C'est une évolution constante et je crois qu'on n'a jamais fini de se situer par rapport à la mort.